Au sommaire de cette édition, le Conseil des ministres extraordinaire d'hier a examiné la loi portant prorogation de l'état d'urgence à Difa, une loi qui sera soumise dès demain à l'Assemblée nationale pour validation. Les échos dans ce journal. Outiller les magistrats de Zander sur le blanchissement des capitaux, c'est l'objectif d'un atelier organisé à Maradi par le PAGED de détail dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à cette grande édition d'information du soir sur la télévision Dunia, le journal que nous ouvrons donc par cette brève. Remaniement technique du gouvernement. Madame Aïchetou Kane Boulama a été nommée ministre des Affaires étrangères en remplacement de Bazoum Mohamed, a annoncé dans un communiqué le secrétaire général du gouvernement. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Mohamed Bazoum, quitte donc son poste de ministre des Affaires étrangères pour celui de ministre d'État à la présidence. Ce remaniement, dit-on, entre dans la perspective de la présidentielle de 2016 à laquelle le chef de l'État, Mahamadou Issoufou, est candidat. Le départ de Mohamed Bazoum, chef de la diplomatie depuis 2011, est sans doute attendu car en sa qualité de président du plus grand parti du Niger, le PNDS Tareya, il doit s'occuper des préparatifs de la présidentielle de 2016. Selon des sources concordantes, Bazoum Mohamed a quitté son poste à sa propre demande afin de se consacrer exclusivement aux activités de son parti à l'approche des élections générales. Chef de la diplomatie, il ne disposait pas d'assez de temps pour sa formation politique. Des élections municipales et législatives sont prévues en 2015 au Niger et une présidentielle en 2016. Le chef de l'État postule à un second mandat. Aïchetou Kane Boulama, qui lui succède aux affaires étrangères, était jusqu'alors la directrice du cabinet du Premier ministre Brigitte Raffini. Madame Kane a également été gouverneur de Niamey entre 2011 et 2013. Suite de ce journal, le Conseil des ministres extraordinaire d'hier a examiné le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa. Le projet de loi doit être validé par l'Assemblée nationale. La précision avec Mariama Soumana. L'état d'urgence a été prolongé dans la région de Difa. Cette prorogation de l'état d'urgence a été décidée hier en Conseil des ministres extraordinaire. Nonobstant les efforts remarquables des forces de sécurité et la collaboration active de la population qui ont permis de contenir et stabiliser la situation. Niamey avait décrété le 11 février dernier et pour un délai de 15 jours l'état d'urgence dans la région de Difa. Ce délai a expiré le 25 février. La reconduction de cette mesure doit être validée prochainement par l'Assemblée nationale nigérienne. L'état d'urgence accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui d'ordonner des perquisitions à domicile de jour comme de nuit. Plus de 160 membres présumés de Boko Haram, dont Kaka Bounou, un natif de Difa, important membre et banquier des islamistes, ont ainsi été arrêtés dans cette zone. Mais qu'est-ce que l'état d'urgence? L'état d'urgence, c'est un état de crise qui est constitutionnalisé puisque ça a un fondement constitutionnel. Tout comme l'état de siège, mais cet état d'urgence est proclamé suite à un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'indépendance de la nation, à l'intégrité du territoire, à l'ordre public, ou bien suite à des événements graves présentant, si vous voulez, un caractère de calamité naturelle. Lorsqu'on décrète, on proclame l'état d'urgence, ça a pour effet d'accroître, donc de donner du pouvoir donc de police aux autorités donc civiles, aux autorités administratives, notamment le ministre de l'Intérieur et les autorités administratives, donc les gouverneurs, les préfets, qui se voient accroître leur pouvoir de police, qui peuvent prendre des mesures restrictives des libertés, effectivement, comme la liberté donc d'aller et venir. Ils peuvent instruire un peu la limitation de circulation aux personnes, aux véhicules, donc à certaines heures, comme ce qui a été fait. On peut effectivement même
Et dans le cadre donc de la mise en œuvre de ce pouvoir, donc contrôler les médias, donc la presse audiovisuelle écrite, on peut prendre des mesures pour faire des perquisitions des jours comme des nuits. On peut prendre des mesures pour fermer donc, les débuts de boissons, les salles de jeu et tout ce qui s'ensuit en vue justement de faire régner l'ordre, puisqu'il s'agit de l'ordre public qui est perturbé, ou bien de défendre l'intégrité du territoire national. C'est une situation qui est vraiment tout à fait normale, régulière dans une démocratie, et ça fait partie de ce qu'on appelle les états de crise constitutionnalisés, donc à l'image de l'état d'urgence, de l'état du siège, et là qui emporte un accroissement de pouvoir de police au profit des autorités militaires. Lorsqu'il s'agit de l'état d'urgence, c'est un accroissement de pouvoir de police au profit des autorités civiles, comme je dis, les autorités donc administratives, les préfets, les gouverneurs et le ministre de l'Intérieur, qui peut être amené à prendre certaines mesures, par exemple d'assignation à résidence de certains individus, là où l'état d'urgence a été décrété. La prorogation de l'état d'urgence, si elle est validée par l'Assemblée nationale, permettra aux forces de défense et de sécurité de poursuivre leur investigation afin de mettre la main sur d'autres suspects liés à la nébuleuse Boko Haram. La situation socio-politique était au centre d'un entretien que nous a accordé l'analyste politique Mamoudou Souley. Celui-ci est revenu notamment à la non-participation de l'opposition politique à la marche républicaine du 17 février dernier. Il a par ailleurs abordé plusieurs autres sujets d'actualité. Je vous propose de suivre un extrait de l'entretien qu'il nous a accordé. Et critiquer ce comportement en son temps, l'opposition n'a pas eu un comportement de nationalisme là-bas. L'opposition aurait dû, ne serait-ce que pour montrer sa bonne foi à ses électeurs, participer à cette marche, parce que cette marche est un acte symbolique. Cette marche consistait à rassurer la population elle-même. Cette marche consistait à fortifier l'armée qui est sur le terrain de combat contre Boko Haram. Refuser de participer à cette marche, ça s'analyse comme une sorte de passe-droit à Boko Haram. Je pense que l'opposition a perdu son prestige en refusant de défendre l'intégrité du territoire, de défendre l'indépendance du territoire. Boko Haram a des ambitions territoriales. Boko Haram veut avoir des arrières et terrains, des endroits où il va s'organiser pour créer son califat. Ce qui veut dire que l'intégrité territoriale du Niger peut être compromise lorsque Boko Haram aura la victoire. Mais lorsque vous, en tant que citoyen, vous n'êtes pas militaire, vous n'avez pas des armes, vous n'avez pas de l'argent pour contribuer, qu'est-ce que vous devez faire? Sortir et manifester votre désaccord avec l'invasion de Boko Haram. Je pense qu'en cela, l'opposition a abdiqué à une responsabilité primordiale qui est de se soulever lorsque l'État est attaqué. Peut-être que l'opposition a mal mesuré sa méthode. Peut-être qu'il pensait que cette marche va créditer le régime en place. Mais c'était une marche qui consistait à fortifier le pays, à encourager l'armée et à soutenir tous ceux qui sont de bonne volonté pour aider à mettre fin à cette guerre. Vous savez, il y a des arbicides. De toute façon, cette marche n'est pas un péché. Cette marche n'est pas une déviance. Cette marche est quelque chose de noble. On n'a pas besoin d'être payé pour participer à cette marche. Ceux qui disent qu'on a payé les gens pour la marche, c'est parce que eux, ils ne veulent pas marcher, que d'autres ne doivent pas avoir des opinions pour marcher. Avec la charge d'en apporter la preuve. Marcher et soutenir son pays, qui a besoin d'être payé pour ça? Donc pour eux, il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas de nationalisme, hein? Il n'y a pas de comportement entier pour défendre sa nation. Il faut être payé.
Je suis désolé de leur manière de voir. Et nous les sommons d'apporter la preuve et de saisir les tribunaux compétents HTV. Suivrez d'ailleurs l'intégralité donc de cet entretien que nous a accordé l'analyste politique Mahmoud Souley en partie magazine de ce journal. Comme vous l'avez constaté, chers téléspectateurs, nous avons donc un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Bataliema Boubacar. Il est donc manager segment jeune et grand public à RTL Niger. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Moutala. Et monsieur Boubacar, dans quel cadre donc vous êtes là ce soir sur le plateau de Dunia Télévision? Tout d'abord, merci Moutala et merci à la télé Dunia, à mon nom propre et au nom de tout le personnel d'RTL. Je voudrais vraiment vous réitérer nos remerciements et vous dire que nous sommes fiers du partenariat qu'il y a. Je suis porteur d'une information, une très bonne nouvelle pour, je vais dire bien, tout le Niger, pas seulement les Nigériens, mais tous ceux qui utilisent le téléphone au Niger. Et quelle nouvelle vous nous avez apportée? Exactement, je viens annoncer l'apparition d'une nouvelle puce, je vais l'appeler comme ça, sur le marché que nous avons appelé l'ALE. Cette puce contient tellement des avantages que lorsqu'on se rappelle de l'année dernière, la SIM qu'on avait sortie, qu'on avait appelée la reine des bonus, cette fois c'est la reine des reines. Et c'est quoi exactement la SIM l'ALE et quels sont ses avantages également? Merci bien. L'ALE, comme je vous l'ai dit, c'est une SIM ordinaire comme toutes les autres, mais avec beaucoup plus d'avantages. Donc pour dire que d'innovation en innovation, il y a toujours quelque chose que nous ajoutons dans la SIM pour la rendre encore plus intéressante et interpeller tous ceux qui n'ont pas aussi la SIM aujourd'hui, qui venir dans la famille, dans la grande famille RTL en achetant cette SIM. Elle se vend à 500 francs avec un crédit initial de 250 francs. Et maintenant, ce qu'il y a de très judicieux là-dedans, c'est l'ensemble de tous ces bonus qu'on peut retrouver là-dedans et aussi, je vous l'annoncerai. Et comment faire pour bénéficier de ces avantages lorsqu'on dispose déjà d'une SIM ordinaire? D'accord. D'abord, les avantages qu'il y a là-dedans, c'est que une fois qu'on achète cette SIM et qu'on l'active, à l'activation, vous avez un message qui vous vient, qui vous fait le bienvenu. Et en plus de cela, vous avez, pour chaque recharge que vous faites dans la journée, à partir de 250 francs, vous avez 50% de bonus. Et ce bonus, vous pouvez l'utiliser sur tous les réseaux, et jusqu'à minuit. Donc, à partir de 250 francs, vous avez 50% de bonus. En plus de cela, le système va vous fixer un objectif. Une fois que vous atteignez cet objectif, qui d'ailleurs vous sera annoncé aussi par SMS, une fois que vous atteignez cet objectif dans la journée, il y a votre tarif de communication qui diminue jusqu'à 1,65 francs la seconde. Et monsieur Boubacar, et ceux qui ont déjà donc la SIM ordinaire, comment faire pour bénéficier des avantages de la SIM LALE? Merci. Ceux qui ont la SIM n'ont plus besoin d'en acheter une deuxième. Ils doivent tout simplement envoyer par SMS LALE, qui s'écrit LALE, au 406, ou bien ils vont seulement dans le système, ils tapent étoile 406 dièse et ils valident, ils vont avoir l'option de LALE, ils le valident et ils auront le mot de bienvenue. Et votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que là, voilà une offre intéressante qui vous permettrait de communiquer librement, de venir dans la famille RTL, déguster, si je peux le dire, ou même adhérer au très grand système de la technologie actuelle, la 3G, et profiter aussi, avoir à tout moment des bonus qu'on peut utiliser sur tous les réseaux de la place. Voilà, merci monsieur Bataliema Boubacar. Je rappelle que vous êtes manager segment jeune et grand public à RTL Niger. Merci également pour toutes ces informations et restez avec nous pour suivre la suite de ce journal. Merci.
Suite de ce journal, le ministre de la Défense nationale a procédé ce matin à la direction centrale des matériels des forces armées nigériennes à la réception d'un don de matériel d'équipement offert par les Nations Unies. Ce don est destiné au contingent nigérien de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Précision avec Alimato Abdou et Soumela Dandi. Valeur de plus de 4 milliards de francs CFA. Ces matériels d'équipement sont désormais destinés au contingent nigérien de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, fruit de la coopération qui existe entre les États-Unis et le Niger. Un don qui s'inscrit dans le cadre du maintien de la paix au Mali. Il vise ainsi à renforcer les capacités opérationnelles de ce contingent. Au cours des 12 derniers mois, 70 camions, 38 groupes électrogènes, environ 500 postes de radio, 2 élévateurs et divers autres articles pour une valeur totale de près de 9 millions de dollars ont été délivrés à la direction centrale du matériel. Ces équipements ont été sécurisés ici sous la garde bienveillante du personnel de la direction centrale du matériel. Qu'ils soient remerciés. Un espace d'entraînement fut aménagé pour la formation de presque 170 militaires nigériens dans l'utilisation adéquate de ces équipements. En réceptionnant ce don, le ministre de la Défense nationale s'est réjoui de ce geste. Khadidjo Mahamadou rassure par ailleurs les généreux donateurs que ces matériels seront utilisés à bon escient. L'engagement régulier et croissant des forces armées nigériennes dans ces opérations est bien apprécié, tant et si bien qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, dans un élan d'amitié et de solidarité, ont décidé de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles de notre bataillon de la MINUSMA en le dotant d'un important lot de matériel composé entre autres de moyens roulants, matériel de protection et de surveillance, d'équipements de vision de nuit, d'équipements de transmission, de matériel optique de navigation, de groupes électrogènes, de réservoirs d'eau, de carburant, système de purification d'eau, de chariot élévateur, de pièces détachées, etc., etc. Ces équipements que notre contingent de la MINUSMA s'apprête bientôt à recevoir contribueront significativement à améliorer la qualité de ces prestations qui sont déjà assez bien appréciables. Je voudrais ici, à cette occasion, affirmer que la coopération militaire entre les forces armées nigériennes et les forces armées des États-Unis d'Amérique est d'une vitalité, d'un pragmatisme et d'une solidité à toute épreuve. Ce don, la énième du genre, démontre que la coopération entre nos deux pays est de plus fructueuse. Ce geste est la preuve de l'engagement de nos deux pays à combattre le terrorisme sur toutes ses formes. Le programme d'appui à la justice et à l'état de droit PAGED 2 a initié à Maradi un atelier de formation sur le blanchissement des capitaux et l'enrichissement illicite au profit des magistrats venus de la cour d'appel de Zander. Le compte rendu de Alzouma Seyni Soumela et Abdelkader Ilyas. Placé sous le haut patronage du ministre de la Justice Garde des Sceaux, cet atelier de formation des magistrats qui ressort de la cour d'appel de Zander sur le blanchiment de capitaux et l'enrichissement illicite est organisé à Maradi par le ministère de la Justice en collaboration avec le programme d'appui à la justice et à l'état de droit PAGED 2. La coordination du projet d'appui à la justice et à l'état de droit et notre bailleur de fonds ont jugé de la pertinence de cet atelier au vu de la thématique qui est sans doute d'ordre de l'actualité. Permettez-moi de souligner que notre pays, à l'instar de la sous-région ouest-africaine, n'a ménagé aucun effort depuis bientôt une quinzaine d'années pour faire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme une préoccupation majeure. Vous conviendrez avec moi que
les questions de blanchiment des capitaux, en dehors de leur aspect juridique et judiciaire de nature complexe, peuvent constituer pour les jeunes économies une menace de désorganisation structurelle, car les crimes qui alimentent les lobbies de blanchiment des capitaux sont monnaie courante dans notre espace sahélo-saharien, à savoir le trafic de drogue, le trafic des armes, la corruption et l'enrichissement illicite. À cela, il faut ajouter l'explosion de la situation sécuritaire caractérisée par une montée d'intégrisme religieux. Le blanchiment de capitaux et l'enrichissement illicite, deux phénomènes devenus donc monnaie courante dans nos sociétés, d'où la nécessité de renforcer la capacité des magistrats. Ces phénomènes de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicite constituent aujourd'hui un défi majeur de notre pays. En effet, ils se présentent comme un frein au développement économique et social, mais en même temps une menace à l'état de droit et à la bonne gouvernance. C'est donc conscient de cet état de fait que le renforcement de capacité des magistrats, principal maillon dans cette lutte, est important. Ainsi, le problème majeur que vous rencontrez souvent, mesdames et messieurs les magistrats, c'est de rapporter la preuve que le blanchisseur connaissait l'origine frauduleuse ou mafieuse de l'argent qui lui a été confié. Les grands mafieux ont toujours cherché à être forts, puissants et bien organisés. L'argent rend très facile l'entraide entre les différentes organisations criminelles et l'infraction des organisations mafieuses est strictement invisible. Les traces de toutes les opérations effectuées par elles sont immédiatement effacées, ce qui signifie que ces groupes criminels ne peuvent pas exister sans corruption. Cette formation de magistrats qui cadre bien avec les recommandations des États généraux de la justice renforcera pendant 4 jours la capacité de 34 magistrats sur les techniques d'investigation et la recherche des preuves sur le blanchiment des capitaux et l'enrichissement illicite. Ouverture à Tawa dans les locaux de la Maison des Jeunes et de la Culture d'un atelier de vulgarisation au niveau régional du plan de développement économique et social, la PDS. Les ONG et associations de la région de Tawa seront outillées dans cette démarche. Le compte-rendu de Asma Amadou et Rabiou Seydou. Les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales et associations, telle est la composante des participants à cet atelier de vulgarisation, de mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS au titre de la région de Tawa. En ouvrant les travaux de cet atelier, le chef de mission a développé les objectifs de leur mission dans la région de Tawa. Il a par la suite expliqué aux participants les processus de l'élaboration du PDS et l'importance de cet outil en faveur du développement du Niger. Le chef de mission, dans une large intervention, a par la suite souligné les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté à travers des multiples actions sur le plan économique et social en faveur de la population nigérienne. Au cours de ces échanges, les représentants société civile, les ONG et associations ont posé plusieurs questions pour en savoir plus par rapport à cet outil, plan du développement économique et social. Le chef de mission a apporté des éclaircissements aux préoccupations de ses participants par rapport à cette initiative. Enfin, il exhorte les ONG et associations, chacun dans son domaine d'intervention et sa sphère de compétences, de redoubler d'efforts dans cette démarche, car ils sont les véritables acteurs qui apportent leur contribution à l'État dans la lutte contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations. Le PDS peut servir de véritable outil dans cette lutte. La suite toujours de ce journal, la direction des programmes de l'alphabétisation et de la formation des adultes organise depuis hier dans le département de Kolo un atelier de validation du document d'étude de l'alphabétisation des adultes, formation des adultes, et le compte rendu avec Youssouf Omar et Sambozam. Le programme d'étude de l'alphabétisation et de la formation des adultes de nombre 53 pages. C'est pour valider le document que cet atelier est organisé par la direction d'alphabétisation et de la formation des adultes. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique est confiant
quant à la qualité des participants, a adopté un document final de qualité aux autorités. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui entre dans le cadre du parachèvement logique du processus de la réforme. L'occasion vous est donc offerte afin de partager et de valider les différentes parties du programme d'études, c'est-à-dire les contenus d'enseignement-apprentissage, de la première et de la deuxième phase de la campagne d'alphabétisation et de la formation des adultes. À cet effet, chers participants, je ne doute point que les objectifs assignés à cet atelier seront pleinement atteints au regard de la qualité des uns et des autres. Moussa Sido n'est pas resté indifférent sur la situation de sécurité qui prévaut à Difa. Avant de terminer, je demande aux responsables administratifs et académiques que vous êtes d'organiser et de sensibiliser tous vos collaborateurs, enseignants et responsables de Centre Alpha pour qu'ils veillent sur la sécurité de nos écoles. En effet, les circonstances du moment exigent de nous une vigilance telle que tout cas de comportement suspect soit signalé aux autorités afin d'aider nos vaillants soldats qui offrent jusqu'au sacrifice ultime pour nous assurer la paix dans nos foyers et nos lieux de travail. 5 jours dureront ces travaux qui ont débuté mardi dernier à l'IPDR de Kolo. La salle de conférence de réunion de Africa Hall a servi de cadre ce matin à l'ouverture d'un atelier sur la revue des approches et procédures de mise en œuvre du programme Gomier initié par le ministère de l'Environnement. Le compte rendu de Oumar Amadou et Issa Hassan. Ce programme Gomier s'est fixé comme objectif global de contribuer à la lutte contre la désertification, le changement climatique et la pauvreté à travers la restauration et le développement du potentiel gommier. Cet atelier vise donc à relancer la production et la commercialisation de la gomme arabique au Niger et devait permettre de créer de l'emploi et d'augmenter des revenus pour une production soutenue d'une gomme de qualité, mais aussi de renforcer les capacités des acteurs. C'est dans cette lancée, tout en tirant les leçons des années antérieures, que nous envisageons des objectifs encore plus substantiels, à la hauteur des ambitions exprimées dans le plan d'accélération de l'initiative 3N. Ces objectifs seront orientés vers une plus grande efficacité de nos interventions et des impacts tangibles à travers l'adoption de meilleures stratégies d'approche et d'intervention, l'amélioration des conditions de réalisation et d'installation de nouvelles plantations, la valorisation des anciennes plantations, l'amélioration de la gouvernance de la filière gomme arabique à travers le renforcement des capacités de tous les acteurs, le perfectionnement du système de suivi, de collecte, de traitement et de diffusion des données sur la production et la commercialisation de la gomme arabique. Et enfin, la communication pour une grande visibilité des actions du programme. Cet atelier de 2 jours permettra d'échanger afin de faire en sorte que la production de la gomme arabique impacte positivement et durablement l'environnement et les conditions de vie de nos laborieuses populations rurales. Vu l'importance de ce programme, le gouvernement a décidé de financer sur fonds propres le programme Gomi. À Maradi, la Direction nationale de la météorologie a organisé hier un atelier de partage et d'informations sur les enjeux météorologiques avec les hommes des médias. Le compte rendu de Alzoma Seni Soumela et Abdelkader Eliassou. Maradi, la capitale économique du Niger, a été choisie par la Direction nationale de la météorologie pour abriter ce séminaire qui a pour thème principal la promotion de l'utilisation de l'information météorologique dans le secteur agricole par le biais des médias. Un séminaire organisé dans un contexte environnemental mondial en perpétuelle mutation pour permettre aux acteurs des médias d'appréhender les contours de la météorologie afin de véhiculer à leur tour des informations utiles pour les communautés capables de renforcer leur résilience.
il est aujourd'hui largement admis que le climat mondial est en pleine évolution et que s'il est indispensable d'en atténuer les causes, il importe également de s'adapter et de se préparer à ces changements climatiques. Les informations qui sont recueillies, gérées et analysées par les services météorologiques sous l'égide de la direction de la météorologie nationale et en collaboration avec d'autres organisations et programmes régionaux et internationaux aident toutes les communautés à mieux faire face aux conditions climatiques actuelles et futures, notamment dans le secteur de la santé et de l'agriculture. D'où l'utilité de partager ces informations avec les médias publics et privés. Donc la nécessité d'organiser cet atelier. C'est pourquoi nous sommes à Maradi pour sensibiliser la radio communautaire qui, à leur tour, vont sensibiliser les paysans pour la prise en compte des informations météorologiques afin de préserver nos vies, nos biens. Financé par l'Organisation mondiale de la météorologie et ses partenaires, ce séminaire peut contribuer à la mise en œuvre de l'initiative 3N. Le séminaire qui nous réunit aujourd'hui, ayant comme objectif la sensibilisation du monde rural et des médias sur le changement climatique et l'importance de l'information météorologique dans les stratégies d'adaptation, constitue une étape importante dans la mise en œuvre de l'initiative 3N du programme de renaissance de son Excellence El Hadji Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État. Les informations météorologiques pourraient être utiles aux agriculteurs, aux éleveurs, aux artisans et aux pêcheurs, supposent leur diffusion à temps et dans un langage compréhensible à travers les canaux de communication disponibles et accessibles. À cet effet, les médias publics et privés, notamment les radios communautaires, semblent être le cadre idéal de dialogue avec les services de la météorologie nationale pour une meilleure compréhension et une communication des informations climatiques aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs. À l'issue de cette rencontre, les participants seront suffisamment outillés pour expliquer avec précision les termes et les enjeux météorologiques qui peuvent profiter au développement. Et puis, comme annoncé, place à présent la partie magazine de ce journal consacrée à l'entretien que nous a accordé l'analyste politique Mamoudou Souley. Au centre de cet entretien, la situation socio-politique du pays, mais il y a notamment la non-participation de l'opposition politique à la marche républicaine du 17 février dernier. Il a abordé également plusieurs sujets d'actualité nationale. Très bonne réception, excellente nuit à vous. Au revoir. Nous avons critiqué ce comportement en son temps. L'opposition n'a pas eu un comportement de nationalisme là-bas. L'opposition aurait dû, ne serait-ce que pour montrer sa bonne foi à ses électeurs, participer à ces marches, à cette marche, parce que cette marche est un acte symbolique. Cette marche consistait à rassurer la population elle-même. Cette marche consistait à fortifier l'armée qui est sur le terrain de combat contre Boko Haram. Refuser de participer à cette marche, ça s'analyse comme une sorte de passe-droit à Boko Haram. Je pense que l'opposition a perdu son prestige en refusant de défendre l'intégrité du territoire, de défendre l'indépendance du territoire. Boko Haram a des ambitions territoriales. Boko Haram veut avoir des arrières et terrains, des endroits où il va s'organiser pour créer son califat. Ce qui veut dire que l'intégrité territoriale du Niger peut être compromise lorsque Boko Haram aura la victoire. Mais lorsque vous, en tant que citoyen, vous n'êtes pas militaire, vous n'avez pas des armes, vous n'avez pas de l'argent pour contribuer, qu'est-ce que vous devez faire? Sortir et manifester votre désaccord avec
l'invasion de Boko Haram. Je pense qu'en cela, l'opposition a abdiqué à une responsabilité primordiale qui est de se soulever lorsque l'État est attaqué. Peut-être que l'opposition a mal mesuré sa méthode. Peut-être qu'il pensait que cette marche va créditer le régime en place. Mais c'était une marche qui consistait à fortifier le pays, à encourager l'armée et à soutenir tous ceux qui sont de bonne volonté pour aider à mettre fin à cette guerre. Vous savez, il y a des armes ici. De toute façon, cette marche n'est pas un péché. Cette marche n'est pas une déviance. Cette marche est quelque chose de noble. On n'a pas besoin d'être payé pour participer à cette marche. Ceux qui disent qu'on a payé les gens pour la marche, c'est parce que eux qui ne veulent pas marcher que d'autres ne doivent pas avoir des opinions pour marcher. Après la chef d'en apporter la preuve. Marcher et soutenir son pays, qui a besoin d'être payé pour ça. Donc pour eux, il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas de nationalisme, hein? Il n'y a pas de comportement entier pour défendre sa nation. Il faut être payé. Je suis désolé de leur manière de voir. Et nous les sommons d'apporter la preuve et de saisir les tribunaux compétents à cet effet. Le parti politique, en tant que tel, est une organisation privée, par essence. Tout celui qui crée un parti politique, tout groupe qui crée un parti politique, aspire à avoir le plus grand nombre de militants. Mais comment les gens acquièrent les militants? C'est en les entretenant, c'est en ayant des comportements dignes. Lorsque vous décevez votre militant, mais vous pensez qu'il va continuer à vous servir comme si c'était une religion? Je m'inscris en faux sur l'affaire de concassage des partis politiques. Lorsqu'on n'est pas à la hauteur de gérer son parti, il faut s'y prendre à soi-même. Regardez par exemple ce qu'ils appellent concassage des partis politiques. C'était des militants, tantôt de Lumana, tantôt du MNSD, qui se sentent mal à l'aise dans leur parti, qui n'ont plus la conviction de dirigeants, pas de leur parti, de dirigeants, qui voulaient et maintenant les martyriser et les opprimer. Alors, s'ils retrouvent un autre refuge, le Niger est le même. Le parti politique, aujourd'hui, quelqu'un peut créer tout de suite un parti politique et gagner les élections. Le parti politique est ouvert par essence. Le parti politique n'a pas d'exclusivisme. Le parti politique n'est pas une structure dont quelqu'un a le monopole. Quand on dit MNSD, le premier président du MNSD, c'était qui? Il y a eu combien de présidents au MNSD? Après Ousla, il y a eu Ali Chebou. Après Ali Chebou, il y a eu qui? Il y a eu Tanja. Après Tanja, il y a eu Hawa Amadou. Mais il va de soi qu'il y ait après Seyni, Al-Badi, et ainsi de suite. Le parti politique est par essence dynamique. Voyez un peu. Et le parti politique doit se régénérer. Quand un parti politique ne se renouvelle pas, ce n'est plus un parti politique. Le parti politique repose sur la vitalité de la société politique. Lorsqu'un parti politique reste toujours avec le même président jusqu'à ce qu'il meure, je pense que ce parti politique ne servira pas la cause de la société. Et je suis désolé de constater que parce que les militants fuient certains à cause de leur comportement indélicat parfois, ils pensent que c'est du concassage des partis politiques. Mohamed Issouf a appelé qui? Qui est-ce qu'il a appelé? Ils se sont sentis mal à l'aise et ils veulent aider à construire la nation. Et c'est pour cette raison qu'ils ont accepté de rentrer dans un gouvernement d'union nationale. Mais celui qui ne veut pas rentrer dans un gouvernement d'union nationale et qui n'est pas convaincu par les idées là, peut rester. Mais qu'il s'y prenne à lui-même lorsque le pays avance sans lui. Chaque fois qu'un individu perd quelque chose, chaque fois qu'un individu a un manque dans ses affaires, il se plaint. Il va de soi, ça c'est normal, c'est évident. Je pense que ceux qui sont de bonne foi, quand ils perdent leur parti politique ou la direction, une direction de leur parti politique, se replient sur la société pour recréer de nouveaux partis politiques, hein, et contribuer au dynamisme du multipartisme
Parce qu'aujourd'hui, nous avons un multipartisme intégral. Notre démocratie actuelle au Niger permet à n'importe qui, vous aujourd'hui et moi, si nous voulons créer un parti politique, demain nous nous rendrons pour faire l'enregistrement seulement et nous aurons notre parti politique. Les titres, les labels n'ont aucune importance. C'est le service que tu vas rendre à la nation qui est l'intérêt du parti politique et non pas l'asservissement à quelqu'un qui est là comme un roi et qui ne veut pas que quelqu'un prenne sa place. C'est des objectifs que le but du parti politique, c'est d'atteindre certains objectifs avec qui tu peux conquérir le pouvoir et construire le pays. C'est ça qui compte, c'est pas qui est celui-là ou avec quel genre d'homme j'ai à faire. C'est quelle activité nous aurons à faire qui aura de l'incidence certaine sur la construction du pays. Et entendu, j'ai même lu le contenu du livre blanc. J'étais contrit. Parce que je ne sais pas la conception que les auteurs ont eue du livre blanc. Mais j'ai trouvé que ça ressemble à un tract. On insulte les pères et mères. On dit que la belle-mère d'un tel, la sœur d'un tel, et ceci et cela. Mais les institutions de la République, hein, c'est des structures, c'est dans le structurant. Ce n'est pas question de subjectivité ou d'individu. Cette cour constitutionnelle a été établie au vu et au su de tout le monde. Et ça figure dans l'agencement de l'architecture des institutions publiques. Mais bon sang, pourquoi, s'il y a des réserves sur les membres de la Cour constitutionnelle au temps de leur élection, les gens ne l'ont pas fait valoir en restant devant les tribunaux réguliers? Pourquoi est-ce que c'est après tout qu'on veut se repiver aujourd'hui sur des considérations subjectives et passionnées, sur des individus, sur des familles? Mais c'est malheureux de remarquer qu'une opposition, n'est-ce pas, qui est constitutionnelle, pas qu'une opposition institutionnalisée, se replie sur les individus, se replie sur les familles, jette du discrédit sur des familles. Je pense que nous devons avoir un peu plus de sagesse pour l'intérêt du Niger. Nous devons être moins orgueilleux. Nous devons chercher à créer une culture, n'est-ce pas, démocratique et une culture républicaine, plus sûre que ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que lorsque la loi vous donne des avantages, vous ne dites rien. Les auteurs de la déclaration actuelle font état des ordonnances qui consacrent le statut de l'opposition. Mais nous savons les avantages que le chef de l'opposition a. Nous savons ce qu'il reçoit par mois et toute la contingence à lui affectée, à cet effet. Mais alors, cette loi-là, elle est régulière, mais la Cour constitutionnelle ne l'est pas. La loi, l'ordonnance qui consacre le statut de l'opposition est dans la même escarcelle que les cours et les tribunaux et autres. Maintenant, la Cour constitutionnelle, vous savez que tout le long de l'année, dans les différents qui opposaient les groupes parlementaires et dans le cadre de l'opposition de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, a eu à rendre des arrêts. Mais je suis désolé, ils n'ont qu'à amener la somme des arrêts, on va voir dans quel cas on a donné raison au gouvernement et dans quel cas on n'a pas donné. Vous, la presse, vous savez, vous en savez trop. Vous avez beaucoup commenté les arrêts, vous avez beaucoup communiqué sur les arrêts rendus par la Cour. Il y a de ces arrêts qui donnent effectivement raison à l'opposition quand il fallait lui donner raison. Je le dis, je le répète encore, un pouvoir légalement établi selon les règles de droit.
on ne peut pas le descendre sans passer par le droit. Et j'ai l'impression que l'opposition actuelle ne veut pas utiliser le droit. Ils veulent utiliser la passion. Refuser de participer aux élections. Mais je vous dis, et les élections d'ailleurs, n'importe quel citoyen électeur est éligible. Si vous voulez être président de la République, demain, quand les élections, les campagnes sont ouvertes, les candidatures sont ouvertes, vous pouvez enregistrer votre candidature. L'opposition ne doit pas être la seule recours pour les élections présidentielles. La Cour constitutionnelle actuelle, c'est l'institution établie comme juge constitutionnel et électoral. Ce qui le dit, c'est l'article 120 de la Constitution. C'est noir et blanc. C'est en noir et blanc, c'est écrit. L'article 122 de la Constitution dit que les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles. Vous ne pouvez même pas les poursuivre pour leurs décisions qu'ils prennent. Ils sont inamovibles. Vous ne pouvez pas les faire déplacer de leur lieu, du principal établissement à un autre lieu. A fortiori, dire que cette Cour constitutionnelle, il faut la dégager. Comme si c'est la lutte traditionnelle. L'arbitre là n'est pas bon. Il faut le dégager. Non. L'État est plus respectable que ça. L'État est plus digne que ça. L'État est plus immanent que ça. Hein? L'article 134 dit les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent aux autorités administratives, politiques, militaires et à tous, et que celui qui jette du discrédit, n'est-ce pas, sur ces arrêts est susceptible de poursuite et que la sanction soit appliquée. C'est ça que la Constitution dit. Sauf si elle s'interprète autrement selon qu'il s'agisse de celui-ci ou de celui-là. Celui qui jette du discrédit sur la Cour constitutionnelle attaque l'architecture de la démocratie. Et je pense que, au nom de la République, la loi va s'appliquer à tous égards. L'article 135 dit que la Cour constitutionnelle actuelle ne peut sous aucun prétexte être dissoute. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de l'article 135? On va rédiger une nouvelle constitution. Elle dit encore, dans l'alinéa 2 de l'article 135, que même aucune disposition concernant la Cour constitutionnelle ne peut être suspendue. Il faut le garder à l'État jusqu'à l'établissement d'une nouvelle constitution. La CEDEAO, je suis désolé, ils peuvent partir là-bas, il n'y a pas de problème. Mais le Niger est souverain. La violation de la constitution, on en parle trop. Moi, je veux qu'on parle du contenu qu'on a violé dans la constitution. Celui qui demande à ce que la Cour constitutionnelle n'existe plus, ou bien qu'elle soit taillée à sa mesure, juste pour ses besoins de conquérir le pouvoir. On n'a même pas besoin de dire qu'il ait violé une constitution ou pas. C'est sûr. Mais ce que je sais, c'est que lorsque vous ne voulez pas partir aux élections, les lois et les règlements ont établi les procédures pour concourir aux élections. Même celui qui n'a pas de parti politique peut participer aux élections. Et cette Cour constitutionnelle, eux-mêmes ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'établir. Parce que certains d'entre eux étaient dans l'alliance au moment où on a établi cette Cour constitutionnelle. Je pense que l'opposition aujourd'hui, pour l'intérêt du pays, doit avoir un comportement un peu plus altier, plus fair play. Dégager la Cour constitutionnelle, c'est comme ça s'apparente à une sorte de démolition de toutes les institutions, parce que c'est la charpente. C'est le pouvoir judiciaire, c'est la tête du pouvoir judiciaire là-bas. Le président de la République, et avant même qu'il y ait cet assaut de Boko Haram, c'était inscrit dans la logique de l'histoire.
c'est par son instigation qu'il y a eu l'intervention au Mali. Vous le savez. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Le Mali a été retiré des griefs du Mali. Et c'est dans ce même sens qu'il fait toujours ces déclarations. Ce qui veut dire qu'il y a une prédisposition dans sa vision des choses à combattre quelle que soit l'oppression de quelque nation que ce soit contre le peuple nigérien. Et le président de la République, sous son instigation, il y a eu le vote de cette loi. Je vais dire de passage que ce que le président de la République fait dans le cadre du combat contre le terrorisme, il le fait dans un cadre hautement légal. Il fallait d'abord une loi votée par l'Assemblée qui autorise l'armée à partir. Il fallait décréter l'état d'urgence dans la région d'Ifa et observer les méthodes d'application pratique sur le terrain dans le cadre de l'observance des droits humanitaires, des droits et libertés publiques. Et le président de la République met tous ses efforts pour que cette armée sorte victorieuse. La dernière fois, vous aviez vu le Téléthon. Et actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer quant à l'effort de guerre pour mettre fin à ce qui se passe à Difa. L'intégrité de notre territoire et l'indépendance nationale n'a pas de prix. La société Oriba Rice a le plaisir d'informer le grand public de la tenue d'une journée porte ouverte ce samedi 28 février 2015 dans son nouveau siège, 6 au rond-point Laco en face de l'école Diori 1.